qu'est-ce qui va se passer? Parce que il y a le Malcolm qui entre en prison et le Malcolm qui en sort. C'est deux personnes en même temps les mêmes sur certains points de vue, mais c'est aussi deux personnes différentes dans leur point de vue, dans leurs objectifs de vie. Exact, exact, tu as totalement raison en fait. On va même voir d'ailleurs que certains éléments de son passé vont le servir par la suite. Donc il va atterrir à la prison de Charleston, une prison très rude. Ah, une prison vraiment difficile, mauvaises conditions, très sale. Ouais. Oui, je veux juste revenir. C'est juste qu'il y a il y a une question de ma email, mais elle est peut-être que c'est une question à laquelle on pourra peut-être répondre par après, mais c'est pas par rapport au. Donc, je vais la citer, hein. Donc, c'est Ouais. quel est d'après vous le complexe psychosociologique de cette copine arménienne, donc, comme la Béatrice, qui se frotte à des petits délits de jeunes hommes noirs. Donc, elle est mariée, famille riche, donc comme matériellement les choses sont normales, pourquoi est-ce que elle se met avec des jeunes, des jeunes, vraiment jeunes adultes, ados, à faire des crimes, quoi, à commettre des crimes et des délits risqués. Ouais, c'est un peu la question d'ailleurs que se poser est là. Qu'est-ce que cette femme blanche qui a des moyens traîne avec des jeunes et continue à traîner dans la boîte de nuit avec des petits qui font un peu de la délinquance? On le voit souvent, hein, les gens qui sont dans des quartiers un peu plus riches, un peu plus aisés, ils aiment bien le goût de l'aventure. Parce Mhm. que, encore une fois, quand elles ont fait leur cirque disant qu'elles ont été enlevées et qu'elles étaient violées, tout ça, Malcolm est rentré dans une furie noire. Tu vois, il a dit, mais attendez, nous, on était dans leur quartier. Comment est-ce que nous, on aurait pu avoir accès à leur quartier? Si vraiment elles avaient peur, pourquoi est-ce qu'elles nous amenaient là? Non, c'était elle qui faisait le repérage. C'était elle qui, et apparemment, c'est la petite sœur là, c'était elle qui entraînait. Elle aimait ça, le goût de l'aventure. Ouais, ils sont jeunes aussi, hein, 20 ans, 21 ans, tu vois, mais bon. Moi, je pense que c'est aussi le côté John Malcolm beau gosse, tu vois, il sait parler, charmeur. En même temps, tu vois, le côté aussi leader, gangster, tu vois, un peu attiré par ce côté-là, tu vois. Ouais. Ce goût de l'interdit, tu vois. Il y a eu beaucoup, il n'y avait pas que lui, il y a eu beaucoup de femmes blanches qui allaient avec des hommes noirs, Des tu vois, hommes noirs, gangsters ou quoi, gangsters, effectivement. tu Ouais. vois. Ok. D'ailleurs, je me demande, est-ce que ça a vraiment changé? Bon, ça, on pourra en parler pendant longtemps. Effectivement. Euh, Donc là, il arrive à la prison de Charlestown. De Charlestown, c'est ça. Et comme je dis, prison de mauvaise condition. Malcolm, totalement dépité, hein, totalement dépité, il continue d'être indiscipliné. Et même Ella qui va le voir au parloir. Ella elle avait les moyens. Elle avait les moyens de le faire sortir en bail, comme ils disent. À un moment donné, elle pouvait, sur parole, elle pouvait aussi un peu intervenir parce qu'elle avait le bras long. C'était une femme vraiment qui avait toujours un grand agenda. Mais quand elle a été voir Malcolm, indiscipliné, elle a été le voir, elle voyait qu'il n'avait pas compris. Donc ça lui faisait mal parce que, on va dire ce qui est, c'était vraiment son petit frère préféré. Mais elle a dit, je pense qu'il a besoin de réfléchir. Donc elle va le laisser là. Donc là-bas, lui, indiscipliné, il continue de ses petits trafics, consommation de drogue. Il va passer beaucoup de temps à l'isolement parce qu'il va commencer à mettre sa cellule sans dessus, sans dessus. Il va être sur, Bordel. Ouais, c'est carrément le bordel. Mais en fait, c'est comme si lui-même, il cherchait à être à l'isolement. Il va être surnommé Satan pour son dégoût pour la religion. Il va attaquer vraiment de manière blasphématoire la religion, vraiment à fond. Donc, il n'entend rien. La rencontre qui va quand même changer sa vie, et ça, c'est important de le noter, c'est la rencontre avec le détenu John Bramby. Dans le film, c'est dit Bimby, mais c'est John Bramby. Donc, quand on dit que Malcolm s'est fait créer par la Nation of Islam, moi, j'ai du mal parce qu'il y a eu beaucoup d'éléments qu'on a déjà vus pour lesquels on voit que c'est vraiment un cheminement qui l'a amené. C'est vraiment un enchaînement de coïncidences qui l'ont amené là où il est. Mais John Bramby, c'est la personne qui va donner le goût à Malcolm de réavoir ce qu'il avait quand il était petit, c'est-à-dire l'éducation, c'est-à-dire à se reformer. Quand tu vas le rencontrer, Malcolm va être impressionné parce que c'est un détenu qui ne parle pas le langage de la rue. À Charleston, il faut savoir qu'à ce moment-là, c'est 80% de blancs et une petite minorité de noirs qui sont des détenus. Mais Bramby, lui, il a le respect des blancs et des noirs. Et pas parce que c'est un gangster, mais c'est parce qu'il parle bien. Il parle bien, il a les mots, il insulte jamais, jamais de mots vulgaires. Il a les mots, il sait le placer et ça impressionne Malcolm. D'ailleurs, ça impressionne tout le monde. Il parle d'histoire, il plein de choses. Et donc, Malcolm va l'approcher. Et en l'approchant, John Bramby, comme j'ai dit, comme tu disais aussi, Malcolm, c'est quelqu'un d'aimant, tu vois. Donc, on l'apprécie directement quand on lui parle. Et il voit quelque chose en Malcolm. Et il lui dit, Malcolm, tu vois, tu me poses cette question-là, pourquoi est-ce que je parle comme ça? C'est parce que j'ai un cerveau et je l'utilise, tu vois. Quand on a un cerveau, il faut l'utiliser.
Et c'est pour ça qu'il lui dit, il faut que tu commences à apprendre. Prends le temps que tu as ici, au lieu de perdre ton temps à faire n'importe quoi, prends le temps pour prendre des cours d'anglais. Prends le temps pour apprendre. Et là, ça résonne, selon moi, par rapport aussi à ce que sa mère lui enseignait. C'est pour ça qu'il va continuer à faire ses trafics, mais là, son cerveau va être beaucoup plus comme une éponge. Il va s'intéresser à la lecture, il va commencer à lire tous les livres qui sont à la bibliothèque. Il va rester toujours dans son, comme je dis, dans sa consommation de drogue, mais il va commencer à se dire, OK, si je sors d'ici, je veux être un gangster, mais un gangster qui est éduqué. Ouais, effectivement. Puis ce qui est marrant, ce qui est bien, c'est que tu écrives sur le slide il prend des cours d'anglais et qu'à l'époque euh, où il était à Lansing et il commençait l'école secondaire, c'était une de ses passions, l'anglais et l'histoire. Donc c'est un peu comme des choses qui reviennent. Ouais, Et, ça reviendra tout au long de sa vie, hein. D'ailleurs, à Charleston, il va voir que c'est très limité. Il va voir que la prison a une bibliothèque très limitée et en même temps, l'environnement n'est pas du tout propice pour se concentrer. Parce que c'est vraiment, quand je dis une prison qui est difficile, c'est une prison avec des gens qui ont de longues peines, c'est une prison dans laquelle les gens se battent, les gens crient. Donc, tu vois, et la nuit, il ne peut pas lire parce qu'il y a extinction des lumières. Donc, il va demander à Ella si c'est possible de pouvoir le transférer à une nouvelle prison qui s'appelle Norfolk, qui, elle, a une bibliothèque qui a été investie par un millionnaire et, parce que c'est une prison qui croit en la réforme des prisonniers par l'éducation. Et il demande à Ella, c'est très difficile d'accéder à cette prison-là, mais il demande à Ella de pouvoir l'aider. Évidemment, Ella, elle voit son frère qui lui demande, oui, est-ce que je peux aller dans une prison dans laquelle je pourrais commencer à lire? Ça l'enchante, donc elle va commencer à enclencher les démarches. Il va commencer d'abord par aller dans une autre prison, la prison Concorde, qui est une prison cette fois-ci qui est un peu plus adaptée, puisque là, il est avec des gens qui sont plus jeunes ou alors qui ont des petites peines. Et c'est le 31 mars 1948 qu'il va arriver à la prison de Norfolk grâce aux efforts de Ella. Donc là-bas, il aura plus de temps et d'espace pour lire. C'est là-bas qu'il va commencer à recopier le dictionnaire en entier. Donc il va se former, il va lire l'histoire aussi, la philosophie, tous les bouquins qui tombent dans sa main, il les lit, quoi. super. Mais donc, il commence à la lecture, comme tu as dit, il continue à prendre la drogue. Là, on est en 1948. Donc Malcolm, il est très jeune, hein, né en mai 1925, il va sur ses 23 ans à ce moment-là. Mais il ressort de prison malgré tout on sait qu'il ressort de prison comme quelqu'un qui fait partie de la Nation of Islam. Donc qu'est-ce qui se passe entre-temps? Ce qui se passe entre-temps, c'est qu'avant ça, avant qu'il soit transféré à Norfolk, à Détroit, parce que Wilfrid va déménager avec sa famille, il va avoir une petite famille à Détroit, il va emmener aussi le reste de sa famille à Détroit. Quand je dis le reste de sa famille, c'est-à-dire ses petits frères et sœurs et il va être introduit à la Nation of Islam. C'est vraiment le fait que déjà, quand il est là-bas, il voulait continuer un peu le travail de Garvey. Wilfrid, c'est vraiment l'enfant qui, lui, a plus connu le garvéisme, hein, parce qu'il a eu 11 ans quand son père est décédé. Mais lui, vraiment, il a vécu sa mère qui travaillait à la rédaction du journal, son père qui organisait les branches. Il parlait aussi avec les amis de son papa. Donc, c'est vraiment celui qui est dedans. Donc, Wilfrid aussi, c'est un acteur très important dans la vie de Malcolm parce que lui, il a voulu continuer le garvéisme, mais il voyait que ça commençait à être des chapitres avec des personnes qui commençaient à vieillir. À cette époque-là, Marcus Garvey a déjà été expulsé des États-Unis. Il y a un déclin, il y a même deux UNAE, donc malheureusement encore des problèmes de leadership. C'est vraiment, lui, quand il voit le chapitre de Détroit, ben, c'est un chapitre dans lequel c'est plus des gens qui partent, qui se remémorent des souvenirs, mais qui sont plus vraiment dans l'action actuelle. Donc malheureusement, c'est presque le déclin. Marcus Garvey va décéder d'ailleurs en 52 de pneumonie à Londres. Donc lui, il va entendre parler de la NOI et la Nation of Islam. Et la Nation of Islam, je vais l'expliquer par la suite ce que c'est. Mais donc c'est une organisation religieuse qui a vraiment tous les principes de Garvey. Et ça lui parle directement. Pour lui, c'est la religion dont lui parlaient ses parents quand il était plus jeune. Donc pour lui, c'était une religion, ses parents, en fait, prônaient aussi l'islam, parce que ce n'est pas l'islam qui est reconnu dans le monde musulman à cette époque, je ne sais pas si ça a changé, mais en tout cas, pour lui, il se dit, ah, nos parents, en fait, si ça n'a pas marché, c'est parce qu'ils n'avaient pas cette religion-là. Donc il se met à 100% dedans, il convertit tout le reste de la famille, il commence à organiser les temples. Donc dans la Nation of Islam, les temples, c'est un peu comme des églises, on va dire. Et c'est l'idée, comment dire, c'est dirigé par des ministres, donc c'est un peu comme des pasteurs, on va dire, des prêtres.
Et donc, il convertit toute la famille. Et toute la famille aussi, il faut savoir que Malcolm, c'est le seul qui rentre en prison, hein. Toute la famille a quand même ce ressenti que ah, notre frère est en prison. Et on sait que ce n'est pas un criminel. Tu vois, on sait, nous, on vient d'une bonne famille. Tu vois, on a bien été élevés, on sait que ce n'est pas un criminel. Donc, ça leur fait mal. Donc, ils ont ce souci. Malheureusement, Hilda, sa grande sœur, lui, elle avait été le voir. Comme j'ai dit, il faisait son show de criminel. Donc, elle a dit, je ne veux plus jamais le voir. Ce qui a fait mal d'ailleurs à Malcolm, apparemment. Il l'a écrit dans une lettre. Donc, il se demande comment est-ce qu'on va convertir Malcolm. Philbert va essayer, donc le grand frère de Malcolm, il va essayer de lui dire que oui, il y a une nouvelle religion de l'homme noir, mais Malcolm le prend pour celui qui y joint toujours une nouvelle organisation. Donc, il dit qu'il va lui renvoyer une lettre avec toutes les insultes qu'il connaissait. Il va envoyer ça à Philbert. Donc, ils se disent, OK, il est pas du tout à même. Comment est-ce qu'on peut faire, tu vois? Donc, vraiment, ils se mettent sur ce cas. Comment est-ce qu'ils vont faire? Ils vont penser à Réginald. Réginald, c'est le petit frère de Malcolm. Malcolm adore son frère. Il le respecte. Ils ont vécu à un moment donné aussi ensemble à Harlem et il le respecte complètement. Ce qui va faire que Réginald va lui écrire une lettre. Il va écrire à Malcolm, il va lui dire, Malcolm, j'ai un plan pour toi, j'ai un plan d'évasion pour toi. Je ne peux pas t'en dire plus parce qu'on sait ils lisent les lettres, mais commence déjà par arrêter de fumer et arrêter de manger du porc. Arrête toutes ces choses-là, je vais venir te visiter, mais pour l'instant, commence à arrêter ça. Et Malcolm n'a pas fait le lien avec la lettre de Philbert, tu vois. Donc il se dit, OK, d'accord, je vais attendre la visite de Réginald. Et il arrête de manger du porc. Déjà, dans leur enfance, leur mère ne voulait pas qu'il mange du porc, donc ça n'a pas été difficile pour lui. Ce qui a été difficile pour lui, c'était d'arrêter de fumer, mais comme pour lui, il voulait absolument sortir de la prison, tu vois, il ne voulait pas faire ses 10 ans, donc il arrête. Réginald va le voir, il va lui dire, OK, Malcolm, d'abord, il va tourner un peu autour du pot. Malcolm dit qu'il va attendre qu'il soit prêt pour lui parler. Et c'est là que Réginald va introduire sur la religion de la Nation of Islam. Il va lui dire, OK, directement, est-ce que tu sais que Dieu est un homme? Il dit, est-ce que tu sais que Dieu est un homme? Malcolm qui fait, non, je ne savais pas, tu vois. Il fait, ouais, et c'est un homme noir, en fait. Et il commence un tout petit peu à lui parler de l'islam. Et là, Malcolm se rappelle de ce que Philbert lui disait. Et Réginald, mais il continue à l'écouter parce que c'est son petit frère et il sait que Réginald, s'il parle, il ne parle pas pour rien. Donc il le laisse terminer. Donc à ce moment-là, il dit, et si je te dis que le Dieu est sur terre, le diable aussi est sur terre. Comme il dit, ouais, c'est qui le diable? Et c'est là que Réginald lui fait un signe et il lui montre les gardes. Et Malcolm, donc, il va voir que, ah d'accord, c'est les Blancs. Et c'est ça qui lui a fait tilt dans la tête parce qu'il a pensé aux services sociaux qui les ont séparés, qui ont toujours harcelé sa famille, qui ont tué son père. Il pense aussi à l'école, le professeur qui lui a dit que tu pourras arriver juste à un charpentier même si tu travailles à l'école. Et surtout, ce qui a fait tilt, c'est Sophia, donc Béatrice. Parce qu'il a vu que même si elle était folle de lui, à la fin des fins, elle est retournée avec les siens. Donc elle s'est dit, il s'est dit oui, en fait, c'est clair et net, en fait, ces gens-là sont des diables. Et aussi, Réginald lui dit que c'était la religion que les parents, ils n'avaient pas la connaissance, mais c'était la religion que les parents nous enseignaient quand on était petits. Donc, il accepte totalement la religion de l'islam. Donc, il va commencer à donner sa vie, en tout cas pour l'islam. Il va commencer à correspondre avec Elijah Mohamed. Elijah Mohamed va lui envoyer des lettres, parfois aussi un peu d'argent. C'est ce qu'il faisait. Ça, il faut avouer quand même, Elijah Mohamed, c'est vraiment quelqu'un qui était proche des personnes noires, tu vois. Et quand il voyait qu'il y en a qui étaient nouvellement convertis pour aider les prisonniers, il leur envoyait des lettres, un peu d'argent. Donc, c'est comme ça qu'il a été converti à la Nation of Islam. Ouais, ouais, Elijah Mohamed est le leader de la Nation of Islam à ce moment-là. Et Elijah Mohamed, oui, c'est ça. Et je vais en revenir par la suite. Tu as des questions, ça va? Euh, non, j'ai pas de questions, juste pour les personnes. Donc en ce moment, on a 15 visionnages en cours. Donc ce que je disais, c'est de laisser un j'aime lorsque vous êtes donc sur la vidéo, surtout si vous appréciez la présentation et le travail de Lémi. Merci. Merci à vous. Donc, sa sortie de prison va être le 7 août 1952. La première fois, il avait demandé, on l'avait rejeté. La deuxième fois, il a gagné en appel. Donc, en sortant, il va être pris en charge par Wilfrid. Donc, comme j'avais dit, Wilfrid commence déjà à organiser les temples et il va former Malcolm. C'est lui qui va commencer à former au niveau de l'organisation. Wilfrid a hérité aussi du don organisationnel de son père. Donc, il va former Malcolm pour lui dire comment organiser les temples. Malcolm se donne à 200%. Ils vont aussi rencontrer Elijah Mohamed. Elijah Mohamed va venir chez Wilfrid. Il va parler avec Malcolm. Pour Malcolm, ça, c'est, tu vois,
il est converti à la Nation. Elijah Mohammed, je vais expliquer plus tard, mais c'est un homme divin. Selon leur paradigme, c'est un homme divin. C'est le messager de Dieu, le prophète. Donc, Malcolm est complètement ébloui. Et donc, après sa rencontre avec Elijah Mohammed, Malcolm devient, tu utilises le mot ministre. Donc, je sais que ce n'est pas ministre d'un pays, mais qu'est-ce que tu entends par là? Ouais, donc ça va être la partie ministre Malcolm. Je vais aller vraiment superficiellement parce que je pense que le temps nous presse aussi un peu. Si faudrait aller en profondeur, je pense que ce serait mieux de faire une deuxième partie si les gens apprécient, ou alors, comme je dis, il y a beaucoup d'informations qui sont sur Internet. Il y a des films, il y a la biographie, ou alors il y a l'Institut Malcolm X qui, elle, regarde aussi en profondeur Malcolm X. Mais la Nation of Islam, c'est quoi? La Nation of Islam, elle est fondée en 1931 à Détroit par un certain Wallace D. Fard Mohammad. Wallace D. Fard Mohammad, lui, en fait, va commencer à faire du porte-à-porte et il va dire qu'il vend, c'est un vendeur de soie. Il dit il vend du textile qui vient de l'Est de l'Est. Je ne sais pas s'il y a des gens de la Nation of Islam, ils vont peut-être me dire, je ne sais pas s'il parle de l'Afrique ou s'il parle juste de l'Est, mais en tout cas, il dit qu'il vient rechercher ses oncles perdus. Il parle des Noirs, en fait. Et donc, Fard Mohamed va commencer à faire, à propager le message, c'est-à-dire le message de l'islam, en disant que, en fait, au départ, on vous a menti. L'histoire qu'on vous raconte de Jésus, c'est pas vrai. Jésus était noir. Et au départ, c'était la tribu Shabazz, qui est la tribu fondatrice. C'était la religion de l'homme noir. Donc, l'homme originel, c'est l'homme noir. Il propose un islam qui est un peu différent du monde connu musulman. D'ailleurs, il va être rejeté par l'islam connu au Moyen-Orient. Ils ont une autre cosmogonie, je ne vais pas aller dans les détails, mais en tout cas, c'est une organisation religieuse qui prône l'islam, mais c'est un islam dans lequel c'est la religion de l'homme noir et elle a les principes de Garvey. Ça, c'est ce qui a parlé vraiment à Wilfrid, c'est qu'elle a les principes de Garvey, comme ce que j'avais parlé, la séparation des races. Pour eux, ils doivent absolument se séparer du peuple blanc, parce que le peuple blanc sont des diables. Ils disent que en fait, ce sont des diables. Donc, eux, ils ne peuvent pas vivre avec le diable. Il faut se convertir à l'islam, il faut se séparer et utiliser nos connaissances pour travailler sur cette terre-là. Donc, il y a ce travail toujours de terre. La même chose qu'il y avait aussi chez les Little. La connaissance de l'histoire, il parle aussi de l'Empire Mali, il parle des royaumes Ashanti, il parle de l'Empire Congo, de toutes ces choses-là. Pour eux aussi, contrôle économique et politique. Donc, vraiment les mêmes principes. Les mêmes principes. Ils ont aussi des règles strictes, des règles et disciplines de vie très strictes. Ils sont vraiment très, très bien organisés. Ils ont des programmes révolutionnaires, comme ils arrivent à changer des personnes qui sont comment dire, j'oublie le terme, dépendants de la drogue, dépendants de l'alcool. Ils ont un programme aussi alimentaire vraiment réformateur. Donc, vraiment, à ce niveau-là, ils sont carrés. Ils sont vraiment, vraiment carrés. Pour la petite histoire, donc, Wallace Fard Mohamed va disparaître des radars en 1939. Bizarrement, tu vois, ils étaient straqués. C'est vraiment une organisation qui prenait le black nationalisme, le nationalisme noir. Et bizarrement, Fard va disparaître des radars. On ne sait pas vraiment où est-ce qu'il est. Pour la Nation of Islam, c'est un acte divin. Donc, ils disent que Wallace, en fait, était Dieu et qu'il est retourné. Et Elijah Mohammed, c'est celui qui va reprendre la Nation of Islam, qui va être le messager. Donc, Wallace Fard Mohammed, lui, c'est Dieu. Et Elijah Mohammed, qui, avant que Fard parte, a été formé par Wallace, va reprendre le flambeau et va dire qu'il est le messager. Excellent. Oui, quand tu dis qu'ils étaient traqués, tu veux dire traqués par les services, services secrets américains. J. Edgar Hoover. Ouais. Oui, ouais, exact. Il y a quelques, je pense pas qu'il faut aller en profondeur là-dessus, mais je sais qu'il y a quelques questions par rapport au fait est-ce que la NOI était quel courant de l'islam c'était là? Est-ce que est-ce un islam orthodoxe? Je Ouais, pense pas. ouais. Je pense pas. Je suis pas musulman, donc je ne m'y connais pas. Mais ce que je sais, c'est que ce n'est ni un sunnite, je pense pas qu'il soit orthodoxe. En tout cas, je veux pas m'avancer parce que je connais pas. Mhm. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est qu'il n'a pas été reconnu à ce moment-là. Mais aussi quand on voit leur cosmogonie, quand on voit l'histoire ils disent que c'est la tribu Shabbat, c'était une tribu de Noirs qui était là au départ et qui après, malheureusement, s'est fait avoir par un scientifique qui s'appelle Yacoub, qui va créer de manière scientifique l'homme blanc. Et l'homme blanc, on va les mettre sous esclavage.
et ils disent qu'à un moment donné, Dieu va venir pour les détruire, pour que la tribu des Shabazz revienne encore redominer le monde. Donc voilà, c'est ce genre d'islam-là. Donc dire que je sais pas, je sais pas. Peut-être dans l'échange, il y a peut-être des gens qui vont pouvoir dire ce que c'est, mais honnêtement, je sais pas. Ok, ok, on va continuer. Donc, par rapport à Malcolm et Elijah, donc comme tu as dit, ils correspondaient. Comment se passe en fait l'évolue leur relation? Je veux plus parler en fait de Malcolm, hein. Comme j'ai Ouais, dit, je vais aller superficiellement. Ce que je vais ouais, faire, c'est que je vais dire que Malcolm va consacrer les prochaines 12 années à se donner corps et âme à construire les temples de la Nation of Islam à travers le pays. Malcolm a un don oratoire. Ça, je pense que les gens le voient. Il va pendant 12 ans travailler fort pour faire en sorte qu'il y ait plus d'adhérents. Donc, ils vont passer, quand il arrive, ils ne sont pas beaucoup, ils sont peut-être 400, 500. Quand il va venir, à leur pic, il y a pas de chiffre officiel parce qu'ils n'ont jamais dit combien ils étaient, mais on pourrait dire entre 50 et 100 000 membres de la Nation of Islam. Et ce n'est pas juste le travail de Malcolm, c'est vraiment le travail de toute la famille de Wilfrid, enfin, au fait de tout, je veux dire toute la Nation of Islam, mais ce qu'a apporté quand même la famille Little, c'est autre chose. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu ça chez leurs parents. Leurs parents, c'était des garvistes qui étaient dédiés. C'est la même chose qu'ils font, en fait. Ils reprennent le travail de leurs parents. Et Malcolm, c'est le plus compétent et ils savent. C'est pour ça qu'ils ont tout mis dans Malcolm. C'est vraiment le fait qu'il l'ait mis en avant, c'est parce que Malcolm savait parler, il avait une rhétorique, il savait jouer avec les mots. Si vous allez sur la page de l'Institut Malcolm X, vous regardez un peu tous les réels, tous les vidéos que je mets, je pense que vous voyez que c'est une personne qui sait parler. Donc, son but à lui, c'est de propager le message. Il va être temporairement ministre du Temple à Boston, donc là où il a vécu. Et ensuite, il va être élevé au rang de ministre du Temple numéro 7 à Harlem. Et c'est là qu'il va commencer à nouer des liens avec Bumpy Johnson. D'ailleurs, par la suite, Bumpy Johnson va vouloir lui donner sa protection. Il va dire, moi, je peux te protéger, Malcolm. Donc, vraiment, ils avaient une amitié qui allait vraiment au-delà de juste du militantisme. Donc, comme je dis, il va propager le message. Un accomplissement qu'il va faire, c'est qu'il va lancer le journal Mohammed Speak. Donc, en une soirée, il va descendre dans sa cave, il va lancer, parce qu'il va savoir que pour propager le message, à mon avis, il reprend encore une fois le Negro World de Marcus Garvey. Il va comprendre que ça peut passer aussi par le journal. Donc, il va créer le Mohammed Speak. Il va créer des articles, des bons articles, le don de sa mère qui était rédactrice. Il va le mettre, comment dire, il va le mettre au service encore du journal. Donc, voilà. Il va encore faire d'autres choses. Comme j'ai dit, c'est très, très bref. Il y a peut-être des gens qui vont dire, mais il a fait plus que ça, effectivement. Mais c'est juste pour dire vraiment qu'on va aller globalement sur le ministre de Malcolm. Le ministre Malcolm, moi, ce que je voulais aussi noter, c'est que c'est une personne vraiment qui avait une connaissance géopolitique. Je ne sais pas comment est-ce qu'il faisait. Ce n'était pas comme aujourd'hui où tu peux taper sur Google, YouTube, où tu peux avoir toute l'information. Il lisait beaucoup, mais il arrivait vraiment à faire une analyse par rapport à ses lectures qui était beaucoup plus vraie. Donc, par exemple, à ce moment-là, c'était l'époque où il y avait beaucoup d'indépendance en Afrique. Et le Premier ministre congolais, Patrice Emery Lumumba, va être assassiné le 30 juin 1960. Il a fait des discours là où il dit déjà que la CIA est impliquée, que les Belges sont impliqués. À une époque là où les médias, comme aujourd'hui, les médias mensonges commençaient à dire que oui, non, c'est parce que c'est un conflit entre deux partis politiques, ça peut être aussi le président. Malcolm disait déjà que non, c'est la CIA. C'est la CIA qui utilise des Noirs pour pouvoir tuer un autre Noir. Tu vois? Donc, c'est toutes des choses quand même que je trouve intéressantes par rapport au personnage de Malcolm. Donc, la NOA va faire aussi d'autres choses, comme par exemple, ils vont accueillir le président de l'Égypte, Gamal Abdel Nasser, le futur président de la Zambie, Kenneth Kaouda, le président de la Guinée, Sékou Touré. Ils vont aussi accueillir en 1960 Fidel Castro qui n'avait pas un truc d'hôtel. La NOI, donc la Nation of Islam, a pris Castro, l'ont mis à Harlem et Fidel Castro a dit que il n'y a qu'à Harlem qui s'est senti chez lui. Donc il y a toutes ces choses comme ça qui font. Quand tu regardes les noms, quand vous voyez les noms, vous voyez que ce pas des personnes alignées. Donc vous imaginez que le FBI devait être 24 heures sur 24 sur ces gens-là. Parce que vous mettez-vous dans le contexte, dans les années 60, comme je dis, c'est un moment où les nations noires commencent à rompre avec l'impérialisme. Des gens comme Touré, Nasser, Kaouda, Fidel Castro communiste, ça sonne l'alarme, quoi. Dans le FBI, ça sonne toutes les alarmes.
Donc ici, on a des photos, hein, des photos quand il l'a amené à l'hôtel Teresa à Harlem. Aussi une photo. Là, ici, on a Adam Clayton Powell. C'est un politicien très connu à Harlem. C'est un noir. Je pense que c'est un métis, portoricain noir. Ça, il faudrait peut-être me corriger si c'est pas ça. Tu sais? Non, non, je ne sais Ok. pas. Non. Ici, il y a Kwame Nkrumah, futur président du Ghana. Ici, on voit le jeune Malcolm. Donc, vraiment, dans une réunion, ils sont tous là pour vous dire que Malcolm n'avait que des liens avec des panafricanistes, quoi. Oui, ben oui, un bon transfert vers Betty Shabazz, parce que là, on est dans la période de sa vie, au début des années. Ok, on parle du début des années 60. Malcolm a déjà 35 ans, mais c'est aussi une période où il commençait à avoir des enfants avec la personne devant nous que tu vas nous présenter. Exactement, une personne très importante. Une personne... Malcolm va dire que c'est grâce à cette femme qu'il a pu accomplir son œuvre. C'est grâce à cette femme-là. Donc, on a vu qu'il y avait Louise, il y avait Ella et il y avait Betty. Donc, on voit quand même qu'il y a quand même beaucoup de femmes qui ont fait de Malcolm Malcolm, parce que c'est sa mère qui l'a déjà créé biologiquement, en plus de ça, qui a commencé à l'éduquer. Ella l'a reprise à Boston, tu vois, on voit qu'elle était vraiment bien impliquée dans sa vie. Et Betty Shabazz, tu vois, pour le côté vraiment final, on va dire, de sa vie. Alors, qui est Betty Shabazz? Elle est née Betty Dean Sanders, Géorgie. Je ne sais pas si c'est en Géorgie parce qu'il y a quand même un conflit sur son acte de naissance. Il y a des gens qui disent qu'elle est née en Géorgie, il y a des gens qui disent qu'elle est née à Détroit. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle a été prise par sa famille adoptive à Détroit. C'est une famille chrétienne, une famille méthodiste baptiste, qui est une famille assez aisée. Elles vont faire grandir Betty Shabazz ils vont un peu la protéger du racisme. Eux, c'est vraiment une famille qui est impliquée dans la communauté noire. Ils sont dans un quartier noir, ils prônent l'autosuffisance noire, ils ont leur propre boutique. Donc, elle vit un peu dans cette, on va dire, euh, dans cette cachette dans laquelle elle ne connaît pas le racisme. Mais elle décide d'aller étudier à Tuskegee, ou Tuskegee, je ne sais pas comment est-ce qu'on dit, donc, qui se trouve dans le sud, qui est l'université de l'éminent Booker T. Washington. Ses parents sont pas très chauds parce qu'ils savent ce que c'est. Elle, sait pas, elle insiste, elle insiste, elle insiste. Et finalement, quand elle y va, elle voit pourquoi est-ce que ses parents ne voulaient pas qu'elle aille. Parce que là, comme tu parlais justement du Jim Crow, là, elle va le vivre en direct. Elle va le vivre en direct en 1951. Donc, si elle est née en 34, tu pourras m'aider pour le calcul, mais elle doit avoir 19, non, 17. Oui, donc entre 34 et 53, ouais, 19 ans. Ouais, 19 ans. Non, c'est 51 qu'elle est, hein. Donc c'est Excuse, plutôt 17, 17, 17. 17 Ouais. ans. Elle va vivre quelque chose qu'elle n'a jamais vu, c'est-à-dire des restaurants là où tu ne peux pas t'asseoir à telle place. Parfois, vous rentrez, vous devez attendre que tous les Blancs soient rentrés. Un jour, apparemment, même, ils attendent, ils attendent, ils attendent. Et quand c'est à leur place, c'est à leur tour d'être placé. Des autres étudiants blancs rentrent, on les prend. Et elle ne se laisse pas faire. Elle aussi, c'est une personne qui ne se laisse pas faire, elle ne connaît pas ça. Et elle se révolte. Donc, elle parle beaucoup. Ses amis qui vivent là depuis longtemps lui disent, écoute, Betty, toi, tu vas peut-être retourner là-bas à Détroit, mais nous, ici, on va rester ici. Donc, calme-toi. Mais elle n'arrive pas. Elle n'arrive pas. Donc, elle fait 2 ans et elle décide de terminer ses études au Brooklyn State College à New York parce qu'elle a du mal. Donc, elle demande de continuer à faire comment dire, son cursus à New York. Arrivée à New York aussi, elle va voir que même s'il n'y a pas de racisme, elle va voir quelque chose qu'elle ne voyait pas à Détroit, c'est que dans le milieu professionnel, il y a un racisme entre guillemets, colorée, pour pas faire de jeu de mots. Donc, elle va voir qu'il y a quand même beaucoup plus d'avantages chez les infirmières blanches que les infirmières noires au niveau des postes. Donc, elle le vit. Donc, ça l'enrage aussi un peu intérieurement. Et c'est là qu'elle va rencontrer une personne qui à la Nation of Islam, qui va lui parler de la Nation of Islam. Je n'ai pas la date à laquelle elle adhère, mais bon, on va dire que c'est dans les années 55, 56. Elle est très brillante, très brillante. Elle va faire partie des personnes qui vont enseigner aux filles et aux femmes musulmanes l'hygiène et les soins médicaux. Et donc, elle va, comment dire, tomber sous le charme du jeune Malcolm. Malcolm va tomber amoureux d'elle. Et en 14 janvier 58, en un jour, il lui demande de la marier. Euh, Ils vont avoir des enfants. Oui. Mhm. Vas-y, continue. Ouais, c'est ça. Ils vont avoir des enfants. Ils vont avoir des enfants. Ils vont en avoir 6. Donc, Atala, Kabila et Eliassa. Eliassa qui est très, très impliqué. Gamila Lumumba, il va donc dédier à sa quatrième fille le nom de Lumumba parce qu'il adore Lumumba. Malcolm X, pour lui, vraiment le noir le plus fier et le plus, comment dire, valuable, tu vois, le plus, je sais pas comment est-ce que je peux dire, efficace ou en tout cas le plus pertinent
de l'histoire, c'est pour lui, c'est Patrice Lumumba. Donc, il va donner le nom de Lumumba à sa quatrième fille. Et malheureusement, il va avoir aussi des jumelles qu'il ne va pas avoir la chance de connaître. Oui, effectivement.